Chunk One et découvrez cet endroit unique et fascinant appelé Hollywood. Le plus grand secret d'Hollywood ne concernait pas les liaisons ou les scandales. Il s'agissait de la taille. Pendant des décennies, les studios ont menti à l'Amérique sur leurs acteurs principaux. Ils construisaient des tranchées sur les plateaux de tournage. Ils engageaient des actrices plus petites. Ils payaient même des chaussures compensées spéciales tous les 6 mois. Un studio a dépensé plus de 100 000 $ juste pour creuser des trous afin que sa star puisse paraître plus grande. Un autre avait des contrats exigeant que les co-stars mesurent moins d'une certaine taille. Le public ne l'a jamais su. Alors, comment ont-ils trompé tout le monde? Entrons dans le vif du sujet. Mickey Rooney. Mickey Rooney ne mesurait que 1,67 mais cela faisait de lui l'acteur principal le plus petit de tout le Hollywood classique. Mais pendant 3 années consécutives, en 1939, 1940 et 1941, il était plus grand que Clark Gable, Gary Cooper et Cary Grant. Il a rapporté plus d'argent à MGM que n'importe lequel d'entre eux. Sa petite taille l'a aidé à jouer un adolescent nommé Andy Hardy, même lorsqu'il avait déjà plus de 20 ans. Le public adorait ces histoires. Ils ont réalisé 16 films dans cette série. Et si vous comptez les revenus avec l'argent d'aujourd'hui, ils ont rapporté environ 1,9 milliard de dollars. Mickey avait un visage enfantin, une énergie débordante et un corps qui n'a jamais semblé adulte. Ce mélange a fait de lui le visage de l'optimisme américain pendant la Grande Dépression. Les gens le voyaient et se sentaient un peu mieux. Mais ce qui a fait de lui une star a failli le détruire plus tard. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin, Mickey est revenu avec une étoile de bronze sur sa poitrine. Il était maintenant un soldat, mais Hollywood ne savait pas quoi faire de lui. Il n'était plus un enfant, mais il avait toujours l'air trop petit pour jouer un homme adulte. Les directeurs de casting ont commencé à écrire la même phrase encore et encore. Juste 2 mots. Problème de taille. Chunk 2. Les scènes romantiques sont devenues étranges. Il a plaisanté une fois en disant qu'il devait se tenir sur une boîte juste pour embrasser ses co-stars. Son salaire de 5 000 $ par semaine a été réduit. Les studios ont cessé d'appeler. En 1950, il travaillait pour beaucoup moins d'argent dans des films policiers à petit budget. Mais quelque chose de surprenant s'est produit. Il a joué un entraîneur de boxe brisé dans un film et un entraîneur de combat usé dans un autre. Les 2 rôles lui ont valu des nominations aux Oscars. Soudain, sa petite taille n'avait plus l'air ridicule. Elle avait l'air réelle. Elle avait l'air dure. Puis, en 1979, tout a de nouveau changé. Francis Ford Coppola a donné à Mickey un nouveau rôle. Il a joué un jockey à la retraite dans l'Étalon noir. Cette fois, sa taille était parfaite. Les jockeys devaient être petits. Le film a rapporté 40 millions de $. Les critiques l'ont adoré et il a obtenu une autre nomination aux Oscars. Il a prouvé une fois de plus que personne ne pouvait le compter pour mort. Il avait déjà joué dans 43 films avant d'avoir 25 ans. Maintenant, des décennies plus tard, il surprenait encore les gens. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. ne mesurait que 1,60 m, mais sur scène, il avait l'air plus grand que quiconque. Il est né en 1925 dans une famille d'artistes. À l'âge de 3 ans, il était déjà sur scène à danser avec le trio Will Maston. Il portait de petites chaussures qui avaient été cirées jusqu'à un éclat miroir, et d'une manière ou d'une autre, elles atterrissaient toujours, juste à temps. La foule n'arrivait pas à y croire. Dans les années 1940, les boîtes d'espace de nuit ne voulaient pas l'engager. Il était jeune, il était noir et il était petit. Plus tard, il perdrait également un de ses yeux dans un terrible accident de voiture. Chunk 3. Pour beaucoup, il ne ressemblait pas à une star. Mais Sammy s'en fichait. Il a transformé chaque raison de le rejeter en une raison d'applaudir plus fort. Il pouvait tout faire. Il jouait de la batterie comme John Krupa. Puis, il passait à chanter comme Frank Sinatra.
Puis il dansait si vite que vos yeux ne pouvaient pas suivre, et quand les gens ont finalement commencé à remarquer sa taille, il ne s'en est pas caché. Il en a fait une partie de la blague. Je suis un nègre juif borgne. Et en plus de ça, je suis petit, disait-il. Le public éclatait de rire. Puis il les faisait taire avec une chanson comme Birth of the Blues. Même en 1964, lorsqu'il a été choisi pour la comédie musicale de Broadway Golden Boy, les producteurs se sont de nouveau inquiétés. Sammy mesurait 160 mains. Sa première dame était grande et suédoise. Il pensait que ça aurait l'air étrange. Sammy n'a pas discuté. Il s'est entraîné plus dur. Il a pratiqué des scènes de boxe jusqu'à ce que ses coups de poing soient sans à flou. Il a exigé un éclairage qui fasse en sorte que son ombre s'étire sur toute la scène. Le spectacle a été complet avant même d'ouvrir. Il a obtenu une nomination au Tony. Une critique l'a qualifié de plus petit pois lourd de la ville. À Las Vegas, les hôtels ont refusé une fois de le laisser séjourner sur place. En 1968, tout avait changé. Il gagnait 35 000 $ par nuit. Ses contrats stipulaient que le public devait être intégré. Il devait séjourner dans la meilleure suite. Plus personne ne pouvait lui dire non. Chunk 4. C'est à quel point il était devenu puissant. Il a sorti plus de 50 albums. Il a eu un tube numéro 1 au Billboard avec The Candyman. En juin 1972, il a joué dans 38 films. Il a été nominé pour les Emmy, les Grammy et les Tony Awards. En 1997, il a été honoré par le Kennedy Center. En une seule année, 1965, il a recueilli environ 750 000 $, pour l'organisation de Martin Luther King. C'est plus que ce que la plupart des stars gagnaient en se produisant. James Cagney. James Cagney n'a jamais fait un vasoacétisme, peu importe ce que le studio prétendait. Ses dossiers militaires indiquaient qu'il mesurait 1,65 et ses biographes étaient d'accord. Cela faisait de lui 10 cm de moins que l'homme américain moyen de son époque. Dans les années 1920 et 30, ce genre de choses avait de l'importance. Les acteurs principaux étaient censés avoir l'air grands. Ils étaient censés dominer le méchant, la fille et parfois même la caméra. Mais Cagney, il devait être filmé des genoux vers le haut. Parfois, il se tenait sur des caisses. Parfois, il ne jouait qu'à côté d'actrices plus petites. Et même alors, on disait aux gens qu'il était plus grand qu'il ne l'était en réalité. Les journaux imprimaient le mensonge comme si c'était un fait. Pendant ce temps, Cagney en riait. Il a plaisanté une fois en disant qu'il devait sauter juste pour atteindre ses propres chutes de blagues. Mais la vérité est que rien de tout cela ne l'a jamais freiné. Il a transformé sa petite carrure en force pure. Quand il bougeait à l'écran, il chargeait. Dans L'ennemi public de 1931, il a écrasé un pamplemousse sur le visage de Mae Clarke, puis a fait le tour de la pièce comme un ressort enroulé. Vous ne pouviez pas le quitter des yeux. Cette énergie n'était pas seulement pour les films. Dans la vraie vie, il s'en prenait aussi au patron de studio. En 1936, il était monté sur une voiturette de golf de studio pour pouvoir regarder Jack Warner dans les yeux. Warner mesurait 1,83 m, Chunk 5. Cagney exigeait un salaire égal à celui d'Edward G. Robinson. Il l'a obtenu. Les réalisateurs ont vite compris que la taille de Cagney n'était pas un problème. Elle faisait partie du pouvoir. Raoul Walsh a même construit toute une fin autour de cela. Dans Fièvre blanche, Cagney court à travers une raffinerie de pétrole, gravissant des échelles et sprintant sur des passerelles, pendant que des explosions se produisent derrière lui. La caméra le suit à chaque pas, se baissant et zigzagant pour suivre le rythme. Aucun acteur de grande taille n'aurait pu réussir sans heurter le plafond. Le budget était de plus de 1,3 million. Le film a tout remboursé en 6 semaines. Même lorsqu'il jouait des personnes réelles, la taille ne l'a jamais gêné. Dans Yankee Doodle Dandy, il a joué George M. Cohan, qui mesurait en réalité 1,68 m. Cagney était de 2,5 cm plus petit, donc les numéros de danse ont été modifiés.
Ses routines de claquettes étaient toutes plus nettes, plus serrées, plus rapides. Certains critiques parlent encore de la façon dont ses pas frappent comme une mitrailleuse. C'est devenu la signature du film. En 1999, l'American Film Institute l'a classée 8e plus grande star masculine de l'ère classique. Plus personne ne se souciait de sa taille. C'était devenu juste un petit détail. Edward G. Robinson. Edward G. Robinson ne mesurait que 165 mètres. Il ne ressemblait pas à une star hollywoodienne. Il ne parlait même pas anglais lorsqu'il est arrivé à New York. Il avait 10 ans, fraîchement débarqué du bateau en provenance de Bucarest, et les seules langues qu'il connaissait étaient le yiddish et le roumain. Il n'était pas beau. Chunk Sissahas. Il n'était pas grand, et quand il se tenait sur une scène de Broadway, personne ne pensait à un acteur principal. Les directeurs de casting voyaient un petit enfant avec un visage rond, mais Robinson a transformé ce qui ressemblait à une faiblesse en une arme. Il se tenait devant des miroirs pendant des heures à pratiquer la façon dont ses lèvres se recourbaient, comment ses sourcils tombaient, comment sa voix frappait comme un marteau. Quand les gens riaient de l'idée d'un minuscule gangster, il leur répondait avec une voix qui remplissait la pièce. Puis vint le petit César. La date était le 9 janvier 1931. Robinson a joué Rico Bandello, un impitoyable chef de la mafia, et quelque chose d'étrange s'est produit. Les spectateurs ne se souciaient pas de sa petite taille. Il possédait chaque scène. Il n'avait pas besoin d'être plus grand que les autres acteurs. Sa présence les a rendus plus petits. Le magazine Time a dit que sa carrure de 165 a rempli l'écran de menaces. Ce n'était pas une exagération. Warner Brothers est devenu nerveux. Il pensait que les cinémas pourraient ne pas acheter un chef du crime qui devait regarder tout le monde de bas en haut. Alors, ils ont truqué sa taille. Le studio a dit qu'il mesurait 165 mètres. Ils l'ont filmé sous des angles bas. Ils ont fait se pencher ou s'asseoir sur des tabourets des acteurs plus grands. Mais les chiffres ont raconté la vraie histoire. Le petit César a coûté environ 280 000 $. Il a rapporté plus de 1,5 million en pleine Grande Dépression. Robinson ne s'est pas contenté de prouver qu'ils avaient tort. Il a réécrit les règles. En 1933, Robinson gagnait 45 000 $ par film. C'est près de 2 millions de dollars aujourd'hui. Et il n'a pas seulement reçu un chèque de paye, il a obtenu quelque chose de rare, l'approbation du scénario. C'était généralement réservé aux stars comme Clark Gable. Mais Robinson l'avait mérité une scène à la fois. Chunk 7. Hors écran, sa taille est également devenue une partie de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est porté volontaire pour des tournées USO dangereuses en première ligne. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a plaisanté en disant qu'une cible de 160 m donne aux nazis la moitié des chances. Derrière la blague se cachait quelque chose de réel. Il était courageux et il n'a pas cessé de donner. Au fil des ans, il a fait don de plus de 250 000 $ à des causes antifascistes. Il a également constitué une collection d'art d'une valeur de 3,5 millions de dollars en 1956. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ne mesurait que 1,65 m. Cela faisait de lui 10 cm de moins que l'homme américain moyen dans les années 1920. À l'époque, les gens pensaient que les stars de cinéma devaient être grandes et imposantes à l'écran. Mais Chaplin s'en fichait. Il a renversé cette idée. Il a créé un look qui le rendait encore plus petit. Des pantalons énormes, un manteau trop serré, un petit chapeau, une canne fine. Cela lui donnait l'air d'un enfant dans des vêtements d'adulte. Mais quand il a commencé à bouger, tout a changé. Il courait, tournait, trébuchait et dansait avec une énergie débordante. Dans Le Kid, il courait à côté de grands policiers. Pourtant, la caméra ne pouvait pas le quitter des yeux. Il faisait oublier sa taille au public. Les réalisateurs devaient reculer la caméra juste pour le faire entrer dans le cadre. Cette petite taille est devenue une arme secrète. En 1923, il a gagné 125 millions de dollars pour Une femme de Paris,
C'est 5 fois plus que Douglas Fairbanks, qui mesurait 1,75 m. La popularité de Chaplin était inégalée. Et en coulisses, des notes de service du studio ont révélé quelque chose d'étrange. Sa plus petite taille signifiait que la caméra avait besoin de moins de film pour le capturer complètement. Ce petit détail a permis de réduire les coûts de production de 12 %. Sa taille a également rapproché les gens de lui. Une étude réalisée en 1925 à l'Université Columbia a révélé quelque chose de surprenant. Lorsque les gens regardaient Easy Street, leur corps réagissait davantage lorsqu'un grand tyran soulevait Chaplin par le col. Chunk, 8. Les capteurs cutanés ont montré un pic de stress de 38,8 %. Les spectateurs se sentaient protecteurs. Ils voulaient qu'il gagne. Chaplin le savait. Dans les lumières de la ville, il a affronté un boxeur qui avait une portée beaucoup plus longue. Au lieu de se battre avec force, Chaplin a utilisé un jeu de jambes intelligent. Il esquivait les coups de poing comme si c'était une danse. La foule a adoré ça. Même si le son était entré dans les films, sa performance silencieuse a reçu des applaudissements bruyants. Hors écran, il était tout aussi intelligent. En 1919, il a contribué à la création de United Artists. Il s'est assis à la même table que Mary Pickford, Douglas Fairbanks et D.W. Griffith. Chacun a reçu une part égale. Lors de leur première réunion, Chaplin a dit quelque chose qui est resté avec la société. Les centimètres physiques comptent moins que le contrôle créatif. En 1952, sa fortune avait atteint plus de 50 millions de dollars. Si nous ajustons ce chiffre pour aujourd'hui, cela représente plus de 540 millions de dollars. Même après avoir quitté les États-Unis pendant l'ère de la liste noire, son influence n'a jamais diminué. Sa taille était peut-être petite, mais son ombre s'étendait sur le monde entier. Buster Keaton. La plupart des stars à l'époque étaient grandes, fortes et bruyantes. Buster Keaton n'était rien de tout cela. Il ne mesurait que 1,65 m. Mais d'une manière ou d'une autre, il est devenu l'un des plus grands noms de l'histoire du cinéma muet. Il est né en 1895. Son vrai nom était Joseph Frank Keaton. Quand il était juste un petit garçon, son père l'a ajouté à leur numéro de vaudeville. Mais ce n'était pas une douce performance père-fils. Son père le jetait littéralement sur scène. Il avait une poignée de valises cousues à l'arrière du costume de Buster afin de pouvoir le balancer comme un bagage. Chunk 9. Cela avait l'air brutal, mais c'est ainsi que Buster a appris à tomber des escaliers, des décors, des toits, sans se blesser. Il a appris à se tordre en plein air, à atterrir sur le côté, à protéger sa tête à chaque fois. C'est là que la magie a commencé. En 1917, il est passé de la scène à l'écran. Soudain, toute cette pratique douloureuse avait un nouveau but. Sa petite carrure lui a en fait donné un avantage. Son centre de gravité était à environ 405 cm du sol, ce qui le rendait plus stable que les acteurs plus grands. Un professeur de physique a dit un jour que Keaton pouvait survivre à des coups qui ferait tomber quelqu'un de 1,83 parce que son corps était 10 à 12 % plus difficile à renverser. Et Keaton n'a pas gaspillé ce cadeau. Il a fait des cascades que personne d'autre n'oserait même essayer. Dans Sherlock Jr. de 1924, il s'accroche à un bec verseur d'eau d'un train. Il déverse 2000 L d'eau sur lui et le jette sur les rails. Ce que personne ne savait, c'est que cela a fracturé un os de son cou. Il a continué à filmer, ne réalisant la fracture que lorsque les médecins l'ont trouvé dans une radiographie 11 ans plus tard. Ce n'était même pas son moment le plus dangereux. Dans Steamboat Bill Jr. de 1928, une façade de bâtiment de 1800 kg tombe directement vers lui. Elle manque sa tête de seulement 7 cm. Il n'a survécu que parce qu'il avait soigneusement marqué un endroit exact sur le sol la nuit précédente et s'y est tenu sans broncher. En 1927, Hollywood a finalement remarqué qu'il gagnait 3 500 $ par semaine. C'est environ 60 000 $ par semaine avec l'argent d'aujourd'hui. Il avait même son propre studio. Mais les gens plaisantaient encore sur sa taille.
Dans Le Mécano de la Générale de 1926, d'énormes soldats de la guerre civile se tenaient à côté de lui comme s'il était un tambour perdu. Dans Notre hospitalité, les acteurs portaient des échasses pour le faire paraître encore plus petit. Au lieu de se fâcher, Catton s'est penché dessus. Il est resté impassible à travers tout cela. Son expression n'a jamais changé. Même lorsque le monde autour de lui était chaotique, ce regard vide est devenu sa marque de fabrique. Les gens l'appelaient « le grand visage de pierre ». Puis, le son est arrivé. Chunk, 10. En 1928, MGM a pris le contrôle de ses films. Il a perdu sa liberté. Sa carrière a buté contre un mur. Mais dans les années 1950, quelque chose d'inattendu s'est produit. La télévision l'a ramené. Il est apparu dans la 4e dimension. Il a fait une publicité pour la bière en 1957. Les gens qui avaient grandi dans un monde tranquille d'après-guerre ont regardé cet étrange petit homme tomber avec une sorte de grâce qu'ils n'avaient jamais vue. Peter Lorre. Peter Lorre ne mesurait que 1,65 m. Certains disaient même plus petit, mais ça n'avait pas d'importance. À l'écran, il se sentait énorme. Vous le regardiez et oubliez sa taille. En 1931, il a joué un tueur d'enfants dans M le maudit. Son visage transpirait sous des lumières vives. Ses yeux sautaient comme quelque chose de sauvage et en cage. Ce regard s'est gravé dans l'esprit des gens. Certains Berlinois ont cru le voir dans la rue et ont appelé la police. Cela a causé la panique et a aidé à vendre plus de 400 000 billets supplémentaires en seulement 3 mois. Il a quitté l'Allemagne en 1933. Alfred Hitchcock l'a remarqué tout de suite. Tout de suite, Hitchcock ne se souciait pas de la taille. Il se souciait de l'énergie. Et Peter Lorre l'avait dans l'homme qui en savait trop. Il se fondait dans la foule, mais la caméra le trouvait. Sa présence était comme une sonnette d'alarme. Quand il est arrivé à Hollywood, les studios ont joué avec le contraste. Ils ont fait des affiches montrant Little Pete à côté de Sydney Greenstreet, qui mesurait 1,93 m. Les gens ont adoré ça. Les cinémas ont dit à Variety que lorsque les deux acteurs étaient dans un film, les ventes de billets augmentaient de 22 %. Chunk, 11. Au lieu de se rétrécir de sa petite carrure, Lorre s'y est penché. Entre l'âge de 27 et 40 ans, il a reçu plus de 300 offres de rôle. Beaucoup payaient plus de 3 000 $ par semaine. C'est comme 55 000 $ par semaine avec l'argent d'aujourd'hui. En 1946, son contrat avec Warner Brothers lui a donné la première place à l'affiche. Cela n'arrivait presque jamais aux acteurs de moins de 178 m. Mais il l'a gagné. Il n'a pas fait qu'agir. Il a hanté l'écran. Quand il est mort en 1964, le New York Times l'a dit le mieux. Ils l'ont appelé un petit homme rondouillard qui pouvait encore prendre le contrôle de chaque scène avec sa propre forme de mâle spécial. Burgess Meredith. Burgess Meredith mesurait 1,66 m. Pas grand, pas tape à l'œil, mais sa voix remplissait les pièces. Sur scène en 1935, le réalisateur pensait qu'il était trop petit pour tenir sa place à côté d'une grande co-star. Alors, il a dit à Burgess de projeter comme s'il criait à travers Times Square. Burgess l'a fait. Il a frappé le mur du fond avec sa voix et a secoué le théâtre. Le soir de la première, la foule lui a fait 29 rappels. Ce genre de bruit attire l'attention. Hollywood est venu frapper à la porte rapidement. Pour son tout premier contrat, il a gagné 25 000 $. C'est plus de 550 000 $ aujourd'hui. Il n'a jamais ressemblé à un acteur principal, alors il est devenu quelque chose de mieux. L'opprimé, l'étranger. Son rôle dans Des souris et des hommes en 1939 s'est senti désespéré et réel. Les critiques ont dit qu'il était l'homme le plus grand à l'écran ce soir-là. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a diverti les troupes en Afrique du Nord. Il s'est tenu une fois sur une caisse de munitions pour que 8000 personnes puissent le voir. Le reporter de guerre Ernie Pyle a vu sa force et l'a choisi pour jouer dans l'histoire de G.I. Chunk 12. Joe.
Ce rôle lui a valu le prix du meilleur acteur du National Board of Review. En 1961, la politique l'a frappé durement. Il a été mis sur la liste noire, mais il s'est adapté. À la radio, personne n'a vu sa taille. Il a enregistré plus de 3000 émissions et publicités pour survivre. Lorsque la télévision a ouvert de nouvelles portes, il a transformé la petitesse en pouvoir. En tant que pingouin dans Batman, son haut dos de forme et ses chaussures l'ont rendu plus grand que nature. Les enfants n'en avaient jamais assez. Ce rôle lui a valu une montagne de courriers de fans et un chèque de redevance à 6 chiffres. Et puis vint Rocky. Il avait 68 ans et jouait Mickey, l'entraîneur grincheux qui aboyait « Tu vas manger des éclairs et chier du tonnerre ». Cette ligne à elle seule est devenue l'histoire du cinéma. Le film a été fait pour seulement 1 million de dollars. Il a rapporté 225 millions de dollars et Burgess a obtenu une nomination aux Oscars. Lou Costello. Lou Costello ne mesurait que 1,65 m. Dans le Hollywood des années 1930, cela signifiait généralement aucune chance de devenir un acteur principal. Mais au lieu de laisser cela l'arrêter, Lou a transformé sa taille en sa plus grande force à côté de Bud Abbott, qui mesurait 1,83 m. Lou ressemblait à un enfant aux yeux écarquillés et rondouillards, et il s'y est penché. Ce contraste, petit type contre grand type, est devenu le cœur de leur numéro. Lou portait des costumes serrés, parlait d'une voix aiguë et n'arrêtait pas de crier « Hey, Abbott !» tout en tournant en cercle frénétique. C'était drôle, ça sonnait drôle et ça a marché. En 1941, leur film Buck Privates a rapporté plus de 10 millions de dollars. Il n'avait coûté que 180 000 dollars à faire. C'est un rendement de plus de 400 %. Les gens n'ont pas seulement ri, ils ont rugi. Lou n'a pas fait que jouer drôle. Sa taille l'a poussé à essayer à être plus créatif. Il a appris à tomber plus fort, à trébucher mieux et à rendre tout plus dramatique. Une chute de quelqu'un de petit comme lui a toujours eu l'air pire, a toujours fait rire plus fort. Chunk 13. Mais il n'était pas faible. De retour chez lui à Paterson, dans le New Jersey, Lou Costello, adolescent qui a déjà boxé sous le nom de Lou King, avait remporté 11 victoires, 0 défaites et un match nul en boxe amateur. Il a également remporté 2 fois le concours de lancer franc de la ville. Cela tout en tirant d'environ 35 cm en dessous de la hauteur habituelle. Ses réflexes étaient si vifs que dans les années 1920, il a même travaillé comme cascadeur. Très peu de comédiens pouvaient écrire leurs propres gags et ensuite réussir leur propre chute. Lou le pouvait. Sa taille a même joué un rôle dans sa façon de faire des affaires. En 1936, quand Abbott voulait une plus grande part du salaire, Lou s'est pointé du doigt et a dit « Les spectateurs paient pour voir le petit type se tortiller ». En 1941, c'est Lou qui a pris 60 % des bénéfices. Quand ils ont fait une tournée pendant la guerre en 1942 pour vendre des obligations de guerre, Lou est monté sur des chars et des comptoirs de bar, juste pour que les gens à l'arrière puissent le voir. Ils ont vendu pour 85 millions de dollars d'obligations lors de ce voyage. C'était assez pour financer un groupe entier de porte-avions. Au milieu des années 1940, Lou Costello gagnait 250 000 dollars par film. C'est environ 4 millions de dollars avec l'argent d'aujourd'hui. Mais être drôle ne l'a pas protégé de la douleur. Le 4 novembre 1943, juste avant d'aller en direct sur NBC, Lou a reçu un appel. Son bébé, Lou Jr., s'était noyé dans leur piscine arrière. L'émission était sur le point de commencer. Lou est monté sur scène quand même. Il a interprété toute la routine du « qui est en première base » parfaitement. Personne dans la foule ne savait ce qui venait de se passer. Mais quand les lumières se sont éteintes et que les microphones se sont tus, il a fondu en larmes. Ce moment a changé la façon dont les gens le voyaient. Il n'était plus seulement le petit idiot, il était fort. Alan Ladd. Publiquement, Paramount a dit qu'il mesurait 1,68 mais en privé, les gens ont dit qu'il mesurait en fait 1,65 même.
Les archives du studio montrent qu'entre 1943 et 1956, il a commandé 2 paires de chaussures spéciales compensées de 5 cm tous les 6 mois. Le studio les a payées et a appelé cela l'entretien de la garde-robe. Pourquoi? Parce que la grande opportunité de Ladd est venue dans Tueurs à gages en 1942. Chunk 14. Il a joué un tueur à gages calme et froid. Sa co-star était Veronica Lake. Elle ne mesurait que 1,20 m. Ensemble, ils avaient pas l'air parfaitement assortis, comme des statues, mais plus petites. Ce look a si bien fonctionné que Paramount a même ajouté une clause dans son contrat de 1944 à 1949. Chaque femme avec laquelle il a joué devait mesurer 1,63 ou moins, à moins que le studio n'accepte à l'avance de creuser des tranchées ou de construire des plateformes. C'est devenu fou. Sur le tournage de L'Homme des vallées en 1951, le réalisateur a ordonné de creuser de vraies tranchées pour que Van Heflin, qui mesurait 1,33 m, marche plus bas que Ladd. Ils ont creusé 317 morts de tranchées. Cela a coûté 8 700 $ à l'époque, environ 100 000 $ aujourd'hui. Dans Boy on a Dolphin en 1957, Ladd a joué avec Sophia Loren, qui mesurait 1,73 m. Des constructeurs grecs ont fabriqué une promenade spéciale de 43 mètres, surélevée de 23,3 cm, juste pour qu'ils puissent marcher dessus. Loren marchait à côté dans l'eau. Ça. Même alors, l'équipe de tournage a dû incliner l'angle de 5 de Roy et serrer le cadre, juste pour que ça ait l'air bien. Ils l'ont appelé en plaisantant « pan vertical ». Mais ce qui est amusant, c'est que toutes ces astuces n'ont pas nui à son image. Elsa l'ont rendu plus célèbre. Chaque fois qu'un journal parlait de boîtes ou de tranchées, les fans l'adoraient encore plus. En 1953, Ladd était l'une des 10 plus grandes stars du box-office en Amérique. Il gagnait 150 000 $ par film et recevait également une part des bénéfices. C'était plus que ce que Gary Cooper a gagné la même année. Et Cooper mesurait 1,93 m. Le fils de Ladd a dit plus tard que les gens le voyaient comme le petit gars qui n'avait peur de personne. Il n'avait pas besoin d'être grand. Il avait ce pouvoir froid et tranquille qui vous faisait croire qu'il pouvait encore gagner. Dans L'Homme des vallées, ce pouvoir frappe le plus fort à la fin. La caméra le montre comme une petite silhouette contre de grandes montagnes, affrontant le danger seul. Puis, il dit la phrase finale. « On ne peut pas vivre avec un meurtre. » Cela semble lourd parce que cela vient de quelqu'un qui a dû se battre pour chaque centimètre de